Vous avez peut-être vu des vidéos des fans des Knicks euphoriques criant Knicks in 7. Effectivement, New York est toujours en vie. Alors, le score pour l'instant, c'est 3-2 pour Indiana, mais victoire des Knicks la nuit dernière au Madison Square Garden, 111-94 contre les Pacers. Théo, New York est toujours en vie. Qu'est-ce que tu retiens de ce match à l'avantage des Knicks? La défense. La défense, c'est le premier truc qui m'a sauté aux yeux. Je pense que sur le début de match, vraiment, la très bonne entame de match des Knicks, c'est là-dessus que ça se base. Et j'ai trouvé aussi qu'au bout du compte, c'est peut-être le match le plus complet que les Knicks ont fait dans cette série, en tout cas, où il y a eu de la défense, et derrière, il y a eu de l'attaque, et ça a été... ils ont su vraiment saisir le moment. On pourra parler des Pacers par la suite, mais les Knicks ont su saisir le moment, et c'est principalement sur la défense que ça m'a le plus marqué, tu vois. On a beaucoup parlé du changement de 5 de départ avec Mitchell Robinson. Là, j'ai trouvé qu'il avait été payant parce qu'au-delà de son activité au rebond, j'ai trouvé Mitchell Robinson exemplaire en défense. Et il y a d'autres changements dont on n'a pas tant parlé que ça sur les matchs précédents. Tu l'avais glissé entre guillemets sur le ton de la boutade un petit peu du fait que c'était les meilleurs matchs de Cameron Payne. C'était ces 2 derniers matchs, ou en tout cas, tu avais dit un truc comme ça, je crois, sur le match précédent. Parce qu'il n'était pas rentré en jeu. Et les minutes de Cameron Payne qui ont été données à Landry Shamet notamment et à Delon Wright ont vraiment été payantes pour New York, à nouveau du côté défensif. J'ai trouvé vraiment que c'est 2 joueurs qui sont sortis du banc en apportant énormément d'énergie et qui ont réussi à mettre les Pacers sur le reculoir. Moi, je te rejoins sur Mitchell Robinson. Effectivement, là, ça a mieux marché. D'ailleurs, il a eu un plus long passage qui a plutôt bien fonctionné dans le premier quart-temps. Il y a eu Jalen Brunson aussi qui a donné le ton avec pas mal de paniers d'entrée. Je me souviens plus exactement combien de points il met dans le premier quart-temps, mais il finit à 32 Un points. paquet, il en a Ouais. 14 peut-être, ou il est pas Ouais, 14 ou quelque 14 ou chose comme 16 ça. points. Ouais. Ouais. 14 ou 16 points. Effectivement, Shamet et Wright, ouais, j'avais dit bah, que quand Payne ne joue pas, que c'était déjà mieux pour New York. Et effectivement, on avait souligné quand même un petit peu l'entrée de Shamet et même celle de Wright. On avait parlé, ça fait 3 matchs maintenant. Et sur ces 3 matchs, New York en a gagné 2. 2 des 3 matchs depuis que Shamet et Wright sont dans la rotation. Effectivement, la défense, 94 points seulement pour les Pacers. Les Pacers limités à 40% au tir. C'est leur plus mauvais pourcentage sur un match de playoff là, sur cette campagne. Ils n'avaient jamais été aussi maladroits au tir depuis le début des playoffs, en tout cas de ce que j'ai Je crois vu. que c'est la première fois qu'ils passent pas les 100 points aussi sur ces playoffs. Dans le match gagné par New York, ils sont pas à 100 points. Là, je me souviens plus déjà du Game 3, quel est le score final du Game 3, mais c'est possible, tu as sans doute raison. Il me semble, hein. Corrigez-moi si je me trompe, mais c'est ce qui me semblait. Mais effectivement, match complet. Et du coup, j'ai aussi senti que les Knicks, finalement, ont pris conscience de l'urgence. Bon, alors, ça semble évident quand tu es mené 3-1 et que tu t'apprêtes à jouer, tu joues ta survie à chaque match, mais c'est. Je sais pas, par exemple, si tu regardes, les Timberwolves ont paru impuissants et n'ont pas donné l'impression d'être capables de se surpasser quand il y a eu ce fameux Game 5 à Oklahoma City. Là, les Knicks, alors effectivement, ils jouent pas le Thunder, hein, ils sont face à un adversaire quand même un peu plus faible, mais New York, j'ai eu l'impression qu'il y avait un sentiment d'urgence et ça s'est traduit notamment en défense, effectivement, avec beaucoup plus d'efforts ou d'intensité constante en défense. Et puis, faut quand même. Je vais parler de Tom Thibodeau parce que j'ai été. Enfin, moi, j'étais pas le seul, mais assez critique quand même avec Tom Thibodeau durant ces playoffs où parfois à pas comprendre vraiment du tout les rotations. Là, toutes ces rotations ont vraiment été payantes. Ce qui était intéressant, c'est que les Knicks sont partis très fort et finalement, à la fin du premier quart-temps, il y a 3 ou 4 points d'écart, je crois. C'est-à-dire que les Pacers sont revenus. On sait que les Pacers sont une équipe qui est capable de revenir. Et j'ai trouvé que New York avait su être sérieux en fait tout du long. Et finalement, les moments où ils ont eu des temps faibles, il y a un moment où ils montent à plus 20 ou pas loin. Les Pacers reviennent à moins 13. Et finalement, New York a quand même su garder une certaine constance dans le jeu tout du long, défensivement, offensivement. Et c'est vraiment ça qui a payé. Et je t'avoue que j'ai eu peur, enfin peur. Pour les fans des Knicks, dans le troisième quart-temps, il y a un moment où Karl Anthony Towns prend 2 fautes débiles. La première, elle est stupide. La deuxième, elle est impardonnable. C'est sa 4e faute sur Pascal Siakam. Il le pousse dans le dos. Derrière, il regarde les arbitres comme s'il ne comprenait pas du tout ce qui s'était passé. C'est vraiment absurde. Vraiment absurde. Et ça correspond au début d'un temps faible pour New York. Et je me suis demandé longtemps, tu sais, je me le suis noté, je me suis dit, si le match tourne, est-ce que c'est pas là qu'il aura tourné? Parce que derrière, les Pacers font du hack à Mitch pour le faire sortir. Et Ouais. Tom Thibodeau est obligé de faire jouer Precious Achiuwa parce qu'il peut pas remettre Karl Anthony Towns. Et finalement, New York a quand même réussi à faire le dos rond, repartir et finir fort ce match.
Effectivement, du grand Karl Anthony Towns, qui pour le coup fait quand même un match plutôt intéressant en termes statistiques. Ouais, il Il est très finit avec bon. 24 points, 13 Ouais. rebonds. Et on a vu cette agressivité offensive qu'il peut avoir et le fait qu'il n'y a pas forcément de joueurs en face pour rivaliser avec Kat dans la peinture. Alors, j'avais parlé des 32 points de Jalen Brunson, donc les deux stars ont quand même montré l'exemple. Du côté des Pacers, bah, du mal à exécuter finalement. Du mal à exécuter, mettre leur jeu en place. Tyrese Haliburton qui sortait d'un très gros match, là il a pu prendre que 7 tirs, fini avec 8 points, 6 passes. La plupart des titulaires, bah, ça se sent tout de suite, s'il n'y a pas ce rythme, s'il n'y a pas ces décalages qui sont faits, bah, il n'y a personne qui brille. C'est un peu le contre-coup voilà, du gros collectif d'Indiana, c'est que là, à part Mathurin, finalement, qui lui est très bon parce que lui, il est capable de créer ses tirs, bah, derrière, il n'y a aucun joueur des Pacers qui s'est vraiment illustré en attaque, quoi. Ouais, c'est ça. Il y a Pascal Siakam qui a été, je pense, dans la Siakam, oui, bien sûr. continuité, sans doute le meilleur des Pacers. Il y a Jarvis Walker qui n'était pas rentré depuis longtemps et qui a été bon sur un court passage, mais c'est anecdotique. Juste, je note, effectivement, tu as dit Tyrese Haliburton n'a pu prendre que 7 tirs, ou est-ce qu'il n'a pris que 7 tirs? Que Parce que 7 tirs, ouais. vraiment, c'était la grosse question. Et au-delà du nombre de tirs, j'ai trouvé qu'il y avait un énorme manque d'agressivité. Et en fait, ton équipe, elle peut pas se permettre d'avoir un Tyrese Haliburton qui va simplement faire le relais, faire le facilitateur de jeu en fait. Il faut qu'il soit créateur. Créateur pour lui ou pour les autres, mais il faut qu'il soit agressif. Sinon, cette équipe des Pacers, je vais te dire un truc, je vais faire hurler sans doute les fans d'Indiana, mais s'il n'a pas ce profil-là, elle n'est pas exceptionnelle cette équipe. Elle n'a Bah pas le non. niveau d'une équipe qui fait les finales NBA s'il n'est pas ce joueur agressif en fait. Et ça ne veut pas dire forcément shooter et jouer comme Jalen Brunson. Mais là, je l'ai trouvé vraiment étonnamment passif, surtout pour un joueur qui a montré cette saison et par le passé que c'était un joueur de gros match, qui a été clutch par moment. J'ai été extrêmement étonné. Je doute pas du fait qu'il va rebondir et qu'il y a le match 6 à Indiana qui devient. Je crois que c'était Reggie Miller qui disait ça au micro, mais c'est un peu de facto, ça devient leur game 7 en fait. Si tu as mené 3-1, tu veux gagner sur le game 6 chez toi, tu veux pas prendre le risque de devoir retourner à l'extérieur jouer contre New York. Donc je doute pas du fait qu'il montrera un visage plus agressif dans le match 6, mais j'étais quand même très étonné. En fait, je regardais le match, je me disais, bon, bah New York est devant, mais on a vu que les avances dans cette série veulent rien dire. Et j'attendais le moment où il allait, tu sais, passer vraiment en mode offensif et devenir le go-to-guy de son équipe, et c'est jamais venu. Ouais, mais c'est un peu aussi ce qui fait le profil d'Haliburton par moment. On a été dur parfois avec Haliburton, notamment toi et moi en début de saison. Je sais pas si tu te souviens, ou Si, même si, après en ouais. milieu de saison. Souvent, on disait, moi, même encore aujourd'hui, je considère pas comme une superstar, mais en même temps, je suis le premier à reconnaître que j'ai sous-estimé ou pas assez accordé d'importance à sa capacité à créer un groupe autour de lui, à élever le niveau des joueurs autour de lui, pas seulement sur le terrain, mais par l'attitude, tu vois, par le leadership. Mais par contre, il y a des moments effectivement où c'est pas le meilleur pour battre son vis-à-vis, mais ça ne l'empêche pas d'être agressif, d'essayer d'être agressif. Mais je pas me dire, contrairement à Bronson, et Bronson a ses défauts aussi, a ses lacunes aussi pour le coup. Bronson n'est pas un joueur parfait, loin de là. Mais Bronson, je sais que chaque match, il va être là, il va essayer d'aller mettre ses points, tu vois, d'aller créer quelque chose dans la défense adverse. Effectivement, à Liberton, il va falloir rebondir. Je pense comme toi que le Game 6 devient. Cette série, en fait, à aucun moment. Je suis assez convaincu qu'on va avoir une série longue depuis le début, même quand Indiana est au contrôle, parce que tu te dis, mais au final, normalement, l'écart entre ces deux équipes est très très faible, que ce soit en faveur des Pacers ou des Knicks. Et il en faut pas, je pense qu'il en faut peu pour qu'une équipe se mette dans une dynamique. Là, les Knicks, chaque match, c'est leur Game 7. Et visiblement, ils ont pris conscience de l'enjeu. Il va falloir refaire pareil. Il va falloir attendre la réaction des Pacers. Pour l'instant, leurs deux défaites dans cette série, c'est les deux défaites aussi où ça a collé avec peu d'adresse à 3 points. Encore une fois, ils ont manqué de réussite de ce côté-là. Alors, y a des tirs ouverts ratés, mais pas que. Il y a aussi une bonne défense de New York. Il y a des meilleurs. Ça Ouais, les recouvre tirs mieux étaient sur les moins ouverts. shooters. Les tirs Voilà, étaient moins exactement. Les ouverts. tirs étaient Ouais. moins ouverts. Ça recouvre bien mieux sur les tirs extérieurs, notamment ceux à 45 ou en tête ou dans l'axe. Il y avait toujours un défenseur des Knicks pour revenir fort. Voilà, à voir comment Indiana va réagir sur le Game 6. Mais tu vois, c'est juste une action en fait. Mais je trouvais que ça illustrait un peu le match de Tyrese Haliburton. Les Pacers jouent un pick and roll et pour le coup, ils se retrouvent, ils switch, New York switch et ils se retrouvent face à Karl Anthony Towns.
et il termine l'action en prenant une espèce de sidestep vers sa gauche pour prendre un tir lointain. Je sais plus s'il est à 3 points ou si c'est un long 2. Je dis, tu vois, c'est le type d'action parfaite. Non, là, tu joues ton 1 contre 1 parce que là, tu peux passer Karl Anthony Towns. Au minimum, il va faire faute. Au minimum, il fait faute. Meilleur scénario, tu as le 2 points plus la faute. Et il s'est contenté, je te dis, de prendre un tir contesté. Ces choses-là, vraiment, j'ai vraiment été très, très, très étonné du manque de réaction des Pacers et notamment de Tyrese Haliburton. Parce qu'encore une fois, j'ai trouvé que Siakam vraiment s'était battu jusqu'au bout. Et l'autre question, c'est finalement un joueur qu'on a encensé quand tout marchait. Et puis là, on n'en parle plus trop, c'est Andrew Nembhard en fait. Andrew Nembhard, et qui est un peu fantomatique dans cette série, quoi. Il est pas du tout le joueur qu'on a vu sur le début de ses playoffs. Et en fait, c'est là que ça devient problématique finalement quand tu as une équipe. La force d'une équipe comme les Pacers, quand tu regardes le banc, tu dis bah ouais, c'est vraiment fort de 1 à 8, ils peuvent faire les jouer tous les joueurs, tous les mecs apportent. Mais au bout du compte, quand il y en a un qui commence à être moins bon en fait et que tout ton succès repose sur la force de ton collectif et pas simplement la force sur t'as 3 joueurs qui vont t'apporter ce que tu sais qu'ils vont t'apporter match après match, et au bout du compte Brunson et Kat, tu sais ce qu'ils vont t'apporter match après match. Tu peux mettre ta main coupée qu'ils vont apporter point rebond. D'ailleurs je crois que c'est pareil, j'entendais Stan Van Gundy dire une stat du genre, je crois que c'est peut-être la première fois depuis Kobe et Shaq qu'il y a un duo qui met au moins 20 points dans tous les matchs d'une série, d'une finale de conférence, où chacun des 2 joueurs met au moins 20 points. Donc c'est pour montrer la régularité malgré tout dans l'apport. Ça ne veut pas dire qu'ils sont bons à tous les matchs, mais il y a un truc... Ils mettent leurs points. Il y a une partie, tu peux mettre à la banque, tu sais que ça va être là. Et derrière, quand tu commences à plus trop avoir des joueurs de rotation qui disparaissent et que ton succès repose sur un collectif, ça devient compliqué, surtout encore une fois, je le redis, quand ton meilleur joueur, ta star, passe au travers comme ça en étant transparent, j'ai envie de dire. Parce que tu peux passer au travers, tu sais, en manquant d'adresse, en perdant des ballons. Et limite, j'ai presque le sentiment que ça serait moins grave pour les Pacers si Tyrese Haliburton passait au travers d'un match comme ça. Parce qu'en fait, il crée suffisamment de décalage, il a la capacité de poser suffisamment de problèmes à New York pour que peut-être justement... Même ses erreurs, s'il est agressif, ça permet à d'autres joueurs d'être plus ouverts ou de trouver des solutions plus simples en attaque. Mais c'est une équipe très atypique en fait. C'est pour ça aussi que jamais on la voyait aussi haut. C'est que c'est pas une équipe où tu te dis à un moment, ouais, non, mais le type de basket des playoffs fait que la puissance du collectif va être un peu moins mise en avant à un moment ou trop mise à mal pour vraiment surpasser certaines adversités. Et pour l'instant, Indiana a prouvé que non, ils sont capables. Et voilà, ils vont devoir le montrer encore une fois lors du prochain match, de toute façon. Mais ouais, c'est une équipe spéciale. Ouais, il y a peut-être eu un peu de suffisance de la part des Pacers, quand même. Au Tu début vois, notamment, aussi, je pense... dans les premières minutes. Là, au début, ouais. Je pense à Topin qui fait un début de match catastrophique, il rentre, il perd 2 ballons, il fait une faute bête. Voilà, là maintenant, tu rentres chez toi, il y a 3-2, la pression revient un petit peu sur tes épaules. Je pense qu'il y a de quoi faire réagir cette équipe des Pacers. Et ce match 6, c'est dans la nuit de samedi, je crois. Il va être... il va être... il y a tout qui est en place pour que ça soit un gros match. Yes, on suivra ça évidemment. Peut-être quelques petites infos, Théo, qu'on peut aborder en dehors des playoffs. Les Clippers seraient intéressés par Jrue Holiday, notamment. Petite rumeur qui envoie Jrue Holiday, en tout cas qui manifeste un intérêt des Clippers. Je pense qu'ils ont en plus quelques atouts pour faire le deal. Là, rien que de tête, Bogdanovic, Chris Dunn, tu vois, tu peux attacher des contrats comme ça, des contrats plus longs que celui d'Holiday, mais moins coûteux, et permettre éventuellement à Boston de faire quelques petites économies tout en récupérant des joueurs de devoir. Qu'est-ce que tu penses en tout cas juste de l'intérêt? Là, l'offre que je viens de faire, c'est purement un peu au pifomètre. Mais qu'est-ce que tu penses juste déjà de l'intérêt des Clippers pour Jrue Holiday? Ouais, je pense que c'est assez intéressant parce que c'est le genre de destination qui a du sens pour les 2 équipes en fait. Je pense que Jrue Holiday aux Clippers, ça a du sens. Et de l'autre côté, les Clippers sont suffisamment de bons joueurs en fait qui peuvent envoyer à Boston pour que Boston puisse se dire on perd en talent, mais par contre on
on récupère des joueurs qu'on pourra faire jouer malgré tout ou qu'on pourra rééchanger parce que c'est de vrais joueurs. Et en même temps, on baisse notre masse salariale, ce qui sera, on l'a déjà dit, l'objectif numéro un de Boston. Je ne sais pas où en est Powell de son contrat. Il me semble qu'il est bientôt en fin de contrat. Peut aussi Pas être, dû le mentionner pour comme ça, être, mais si, pour être inclus dans le deal, Powell. Alors, je sais qu'il gagne 19 millions, donc en plus, tu peux facilement, par exemple, ça marche très bien pour. Bah voilà, il sera il est il est en fin en de contrat, ça. fin de contrat. Enfin, l'an prochain, c'est sa dernière saison. Après, est-ce que les Clippers voudront s'en séparer? Il a été très bon. Est-ce que tu voudrais vraiment te séparer de Powell pour Jrue Holiday, qui est un peu plus vieux, qui apporte autre chose, hein. Mais Powell avait une vraie puissance offensive. Est-ce que si tu devais faire ce deal, tu sacrifierais Powell? Pas forcément en fait, mais tout dépend ce que veulent faire les Clippers. La question c'est est-ce que si t'es les Clippers, tu penses que ce que t'as fait cette année, c'est réplicable l'année prochaine avec le même groupe ou pas loin et que vraiment tu peux compter sur le fait d'être aussi bon que cette année. Encore une fois, moi, ils m'ont bluffé en saison régulière, hein, je le reconnais. Je sais pas où on en est, j'ai pas ça sous les yeux, mais pareil, James Harden, je sais pas où il en est contractuellement. James Harden, il peut re-signer un contrat cet été. Voilà, c'est ça. Donc moi, la question, elle tourne plus autour de James Harden et je pense que ça oriente beaucoup les choix à venir des Clippers. Allez, on peut passer toujours sur les côtés un peu contractuels. Il y a deux infos sur Jonathan Kuminga. Il y a d'un côté le fait que finalement, par la réalité du marché, il pourrait se retrouver à rester aux Warriors, en tout cas temporairement, parce que dans le même temps, Kuminga, lui, il ferait quand même clairement comprendre qu'il se voit comme un potentiel All-Star, que son rêve, c'est d'être un joueur à 20 points par match en NBA, 20 points ou plus, et que du coup, ça ne passe pas par une longue carrière au sein du système des Warriors où la balle est toujours en mouvement, un système qui met un peu moins en avant certaines individualités et qui colle un peu moins au profil de Kuminga. Donc voilà, donc il y a pas mal de rumeurs sur Kuminga. Le problème en fait pour Kuminga, c'est qu'il n'y a pas énormément d'équipes qui ont la masse, l'espace sous le cap pour vraiment lui proposer un contrat digne d'une star, quoi. Mais c'est aussi parce que c'est pas une star. C'est ça le truc, c'est Aussi. qu'en fait, je comprends. En fait, on en parlait un petit peu, je sais plus si c'était pendant des CQFR ou en off, mais le jouer aux Warriors, il n'y a pas une autre équipe en fait. Comment dire? Il y a des joueurs qui sont faits pour jouer aux Warriors et d'autres pas du tout. Et en fait, je pense pas que Jonathan Kuminga soit fait pour jouer en fait dans cette équipe des Warriors avec, tu l'as dit, ce jeu tout le temps en mouvement, beaucoup de, où il faut la balle bouge, mais les joueurs doivent bouger. Finalement, là où il a été bon quand Steve Kerr a fini par le remettre sur le terrain, c'est quand il a dû jouer dans du jeu direct en fait. Tu passes, tu tires tu passes, tu tires ou tu drives. Et là, effectivement, il a une valeur. Mais est-ce que c'est la valeur d'un All-Star? Je pense pas. Il est jeune, hein, je dis pas. C'est un joueur qui est jeune, qui est athlétique, qui a des vraies qualités. Mais je suis pas sûr qu'il ait le potentiel que lui-même se prête, ce qui est le cas de n'importe quel joueur. Hein. Tous les joueurs se voient plus beaux qu'ils ne sont en réalité. Par contre, la question qui est intéressante, c'est celle que tu soulèves, le fait qu'il n'y ait pas d'autres équipes qui puissent forcément lui proposer beaucoup plus. Et en fait, il y a un scénario dans lequel il re-signe en fait aux Warriors parce que il a quand même une valeur. Et que même si les Warriors voient pas comment l'intégrer vraiment dans leur collectif, ça vaudra le coup peut-être pour eux de le conserver, ne serait-ce que jusqu'à la prochaine trade deadline. Et donc, il y a un scénario où tu repars avec une équipe qui a un joueur, en fait, où ni l'équipe ni le joueur ne veulent continuer ensemble, mais où finalement, le business fait qu'ils continuent ensemble au moins sur un bout de saison. Ouais, c'est ça, quand on a un tout de trade. Parce que il y a quelques équipes qui ont de la place sous le cap. Par exemple, Brooklyn Brooklyn n'a que 53 millions sur la saison prochaine pour l'instant. Brooklyn, les Nets, ils vont devoir remplir leur effectif d'une manière ou d'une autre. Donc, il faut voir ce qui se passe. Chicago a un peu de place et je pense que Chicago, avec le jeu offensif, avec Giddey, avec Kobe White, pourrait être un endroit où il pourrait s'illustrer. Détroit, je pense que ce ne serait pas un bon pick pour les Pistons, mais les Pistons vont peut-être vouloir ajouter du talent offensif. Ils ont un peu de place. Memphis a de la place. Voilà, c'est quelques équipes qui peuvent éventuellement proposer un contrat à Kuminga. Par contre, les Warriors ont encore la possibilité derrière. S'ils se disent, ouais, mais non, on ne veut pas le laisser filer sans contrepartie. Et dans ces équipes-là, il n'y a rien qui nous intéresse en tant que sign and trade. Les Warriors peuvent matcher l'offre et après essayer de le trader. Je ne sais plus si quand tu matches l'offre, tu peux
Je crois que tu peux trader, oui, même dans la saison qui suit. Je pense que oui, je me souviens Oui, plus mais je crois qu'il y a exactement une qui date c'est quand même. sollicité. Tu Oui, peux oui, pas. il y a, Voilà, mais avant je crois que ça tombe avant la deadline. Je crois que c'est 15 c'est janvier possible. peut-être. C'est quelque chose comme ça. Je me souviens plus exactement. Peut-être c'est 15 janvier. Il faudrait que je revérifie tous ces trucs-là. Mais ouais, c'est assez spécial la situation de Kuminga du coup. Après, ce qui est intéressant, c'est les équipes que tu as citées, notamment, je pense, Memphis ou Détroit. On verra s'ils se retrouvent effectivement dans les rumeurs. Il y a des joueurs en face qui peuvent intéresser potentiellement les Warriors, quoi. C'est des équipes quand même où il y a des joueurs de talent qui, voilà, qui peut-être pourraient mieux s'illustrer dans un autre contexte. Si les Warriors arrivent à choper Santi Aldama, par Ah, tu exemple, lis, en tu lâchant lis dans, tu lis dans, tu lis dans mes pensées. sous-utilisé à Memphis, au passage, je pense, de la part des Grizzlies. Pour le coup, Euh, c'est un joueur pour le coup qui s'intégrerait parfaitement, je pense, à Parfaitement, la manière de jouer exactement. des Warriors. Exactement. Bah, ça lui rappellerait un peu certains aspects du basket européen, etc. Euh, Tiens, restons sur les Grizzlies, on peut finir avec ça. Une ancienne légende des Grizzlies, Tony Allen, qui tient un podcast maintenant, il s'est exprimé sur Cooper Flag. Il est pas chaud, chaud, chaud. C'est-à-dire qu'il a fait une comparaison qui est flatteuse, mais lui il ne la voyait pas forcément comme flatteuse. C'est qu'il a comparé Cooper Flag à Andrei Kirilenko. Il a dit: je ne vois pas de Kevin Durant, je vois Andrei Kirilenko. Je vois un mec qui sera All-Star une fois, pas plus. Je suis pas hypé par ces gars qui sortent de Duke. Il y en a pas. Regarde juste les derniers qui sont sortis à part Jason Tatum. D'ailleurs, je pense qu'il oublie Paolo Banchero du coup dans le lot, qui était quand même un joueur formé à Duke et qui s'en sort Ouais. pas trop mal. Mais voilà. Et Donc du Zion, coup, il hein, est pas. Ouais, quand ouais, il joue, ouais, il est plutôt pas mauvais en fait. exactement. Mais lui n'est pas chaud, chaud, chaud sur, sur Cooper Flag, en le comparant du coup à Andrei Kirilenko, qui est effectivement une comparaison qui revient souvent. Et je pense que du coup, c'est une mécompréhension quand même du joueur qui était Andrei Kirilenko, ou du joueur qui aurait pu être plutôt. Je vais même le tourner comme ça. Même si on veut l'être un peu en mode négatif, genre Kirilenko n'a pas fait tout ce qu'il aurait pu faire, c'est aussi une autre NBA, mine de rien. Et Kirilenko, dans cette NBA, avec une autre mentalité dans la ligue, aurait pu quand même être un joueur assez énorme. Mais bon, Mais il serait parfait pour la NBA moderne. C'est un mec que tu pourrais faire jouer et défendre sur les postes 1 à 5, littéralement. Il pourrait être ton small ball 5, il pourrait être ton principal créateur ou ton deuxième créateur en attaque. Il pourrait se mettre dans le corner et mettre des tirs à 3 points. Moi, j'ai adoré Andrei Kirilenko. C'est souvent, tu sais, une expression galvaudée, mais c'est vraiment un gars qui pouvait être le meilleur joueur de son équipe sans avoir besoin de marquer. Je l'ai vu, j'ai eu la chance d'être présent au championnat d'Europe 2007, dans lequel la Russie était championne d'Europe et lui MVP des finales, après avoir notamment tapé l'Espagne. C'était un Euro qui jouait en Espagne. C'était un joueur incroyable. Et en fait, ce qui est marrant sur les projections, on en a parlé à plusieurs fois, mais c'est tellement dur de faire des projections, de dire un tel va être multiple All-Star, un tel c'est un futur Hall of Famer. Il y a tellement de choses qui peuvent se passer dans une carrière que je trouve ça... Enfin, c'est trop dur de faire des prédictions comme ça. Et si tu me dis, euh, au mieux, Cooper Flag, ça sera une meilleure version d'Andrei Kirilenko, mais je trouve ça dingue. Enfin, je trouve que c'est déjà une carrière plus que réussie. Sachant effectivement ce que tu soulignais, Antoine, c'est que Andrei Kirilenko, il est arrivé il était dans la génération quand même des basketteurs européens qui ont fait basculer la mentalité de la NBA en se disant: ah bah si, finalement des joueurs d'Europe ils sont pas forcément soft, ils peuvent être le meilleur joueur ou l'un des meilleurs joueurs de nos équipes, voilà, avec les Gasol, avec Tony Parker, etc. Et donc il est pas arrivé, le Jazz lui a pas donné les clés de la baraque, hein. Il est arrivé, il y avait encore Stockton, Malone, il a dû payer son dû, et tout ce qu'il a pu montrer au Jazz, comment dire, il l'a obtenu par son taf, en fait, quoi. Et je pense que c'est vraiment le type de joueur, dans la NBA et dans le basket moderne, on aurait encore plus mis en valeur ses qualités de création, de créateur, de joueur qui va mettre en place un collectif et faire tourner un collectif. On aurait encore plus valorisé, je pense, sa capacité à tout faire, des passes, des rebonds. Je crois que Kirilenko, c'est un des joueurs qui avait un 5 by 5 5 by 5, notamment. ouais. Voilà, Ouais. exactement. Et à l'époque, on n'en parlait pas, hein, enfin, c'était pas du tout une donnée. Limite, c'est devenu une donnée maintenant parce qu'on a regardé, on s'est dit: ah bah oui, ce que Victor fait ou ce qu'on espère qu'il fasse, Kirilenko l'a déjà fait, quoi. Mais donc voilà, donc je pense qu'effectivement, par contre, tu as bien lu le truc, quand Tony Allen dit ça, c'est pas un compliment en fait, dans sa manière de tourner les choses. Mais moi, je pense que ceux qui connaissent Kirilenko savent que c'est pas une insulte.
Ouais, très bien résumé, exactement pareil, je suis d'accord avec toi. On va s'arrêter là, Théo. Alors, on se Ouais, retrouvera de toute façon. Bah, écoutez, vous connaissez après les rendez-vous du week-end, enfin celui le dimanche, un Hoop Culture. Pour samedi, c'est pas encore garanti. ouais. Voilà, je vous le dis juste à tout hasard. Voilà, s'il n'y a pas de CQFR demain, on se Ne soyez rattrapera, pas promis, surpris. mais c'est pas sûr et certain. Exactement. Par contre, lundi, là, c'est sûr, on sera là au rendez-vous pour débriefer bah, du coup le Game 6 entre Indiana et New York, voir si cette série est terminée ou non. On se retrouve du coup lundi. Bonne journée, bon week-end à tous. Ciao, ciao. Ciao.